l'occasion d'échanger de long en large sur les défis que sont ceux du secteur agricole des pays de l'Afrique centrale. Merci. Merci à vous. Avec nous également, nous avons donc notre interlocuteur de la RDC. J'ai nommé le docteur un instant, le docteur Gabriel, voilà, un instant, désolée, j'ai du mal à trouver votre nom. Docteur Gabriel, bonjour et merci d'être parmi nous. Docteur Gabriel, vous m'entendez? Allô? Oui, alors, je suis docteur Gabriel Kombozi. Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Bonjour, docteur Gabriel. Je suis de la RDC, je suis directeur au ministère de l'Agriculture et je m'occupe de l'aquaculture. Merci infiniment d'être parmi nous. Avec vous, nous aborderons également ces questions ô combien capitales relatives à nos politiques agricoles et vous nous parlerez du cas de la RDC. Et avec nous également, pour parler de ces questions, nous avons Madame Adjiti, donc de OCP Africa. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous, Jeanne Adjiti, je suis responsable de la stratégie et des partenariats au sein d'OCP Africa et j'ai très hâte de pouvoir échanger et débattre sur cette thématique qui nous est très chère, qui est les défis de la sécurité alimentaire et en particulier en Afrique centrale. Merci infiniment à vous. Nous avons également donc Dr Moussa Seck du Sénégal qui nous rejoindra donc au cours de nos débats, ainsi que Monsieur Christian Gué, qui est le directeur général de la formation professionnelle du ministère de l'Agriculture du Gabon, qui remplacera donc Monsieur Biendi Maganga Moussabou, son Excellence Biendi Maganga Moussabou, ministre de l'Agriculture du Gabon, qui n'a malheureusement pas pu se libérer pour ce webinaire. Alors, à tous, je souhaite la bienvenue et je voudrais donc, dans un premier temps, aborder avec vous, Dr Djonou, donc la question des politiques agricoles aujourd'hui en Afrique. En termes d'efficacité, ça laisse à désirer. Et encore une fois, nous sommes face à 30 ans de politique agricole assez inadaptée en ce qui concerne l'Afrique centrale, malgré le potentiel exponentiel du secteur. Nous avons encore, disons-le, ce fléau que constitue l'importation massive des denrées alimentaires, ce qui nous handicape en tout point. Je voudrais savoir avec vous quels sont les efforts qui sont faits au niveau du Cameroun, par exemple, pour remédier à ce souci et comment envisagez-vous justement donc l'intégration régionale, notamment aujourd'hui avec la CECA, donc la zone de libre-échange panafricaine qui est rentrée en vigueur depuis le début de cette année. À vous, docteur. Merci beaucoup, Madame Chair. Vous l'avez dit vous-même, hein, que les politiques agricoles durant 30 ans se sont avérées inefficaces. Le vrai problème qui se pose ici, c'est de savoir pourquoi d'ailleurs ces politiques sont inefficaces, parce que finalement, nous avons pour défi, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité alimentaire de nos peuples, mais cette sécurité alimentaire est adossée sur des politiques. Mais en quoi ces politiques donc ne sont pas assez efficaces? Je pense que nous péchons en Afrique par le fait que nous ne remplissons pas les conditions d'efficacité, n'est-ce pas, des politiques agricoles. Une des premières conditions, n'est-ce pas, est celle de la connaissance et la maîtrise même du secteur agricole. Alors, comment voulez-vous proposer, n'est-ce pas, des instruments qui permettent d'atteindre des objectifs si vous ne connaissez même pas quelles sont les structures de production? Moi, je prends le cas du Cameroun. Depuis 1984, le dernier recensement agricole, depuis 1984, donc ça fait plus de presque 30 ans que nous n'avons pas des informations, des données statistiques justes, n'est-ce pas, sur le secteur agricole. Comment voulez-vous donc, n'est-ce pas, que nous fassions de la planification sur la base de quelles informations statistiques? Donc, il faut absolument investir, n'est-ce pas, dans tout ce que nous appelons immobilisation incorporelle, c'est-à-dire les statistiques, l'information, la carte des sols. Nos sols sont comment?
quelle est la structure et la texture des sols que nous avons? Est-ce que nous avons un système d'information, n'est-ce pas, sur le marché? Tout ça, c'est important pour élaborer une politique agricole. Parce que quand vous faites le diagnostic du secteur agricole, c'est des choses qu'il faut ressortir. Vous avez combien de producteurs dans le secteur agricole? Combien sont les femmes? Combien sont les hommes? Quelles sont les superficies moyennes, etc.? Quelles sont les zones agroécologiques? Et en plus, on arrive maintenant sur comment mobiliser, n'est-ce pas, les produits d'un point de production vers les points de transformation, etc. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc tout ça, ça fait en sorte que nos politiques, n'est-ce pas, sont bien affichées, mais il manque toujours, n'est-ce pas, la prise en compte des conditions réelles de politique agricole. Et vous comprenez donc pourquoi, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de sécurité alimentaire que nous fixons. Maintenant, les pays de l'Afrique centrale, c'est 11 pays, n'est-ce pas, qui sont dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est 200 millions d'habitants pour 6,6 millions de kilomètres carrés. Mais voilà autant de potentiel que vous avez énuméré, 200 millions de personnes, ça fait 200 millions de bouches à nourrir tous les jours. Mais comment faire pour nourrir ces gens si nous ne nous lançons pas dans une sorte de révolution qui va permettre en sorte que nous augmentions de manière substantielle les productions? Il faut partir du paradigme actuel qui est celui de l'Afrique, de l'agriculture de subsistance, pour aller vers une agriculture plus moderne, pour faire de la production de masse. Mais pour faire de la production de masse, il nous faut de la technologie, il nous faut des semences à haut rendement. Il faut bien que nous puissions connaître les fonctions de production, n'est-ce pas, de toutes les variétés que nous voulons mettre en place. Mais là encore, il s'agit d'investissements incorporels, des études microéconomiques, n'est-ce pas, sur les fonctions de production. Et on parle des fonctions de production maintenant pour arriver sur les fonctions d'offre. Ça veut dire que les politiques agricoles ne se concentrent pas seulement sur la production, mais c'est sur le marché. Comment vous voulez produire? Si vous produisez pour produire, mais on va très vite arriver dans les cas de surproduction qui vont poser des problèmes essentiels, n'est-ce pas, gestion du surplus. Parlons maintenant de la zone de libre-échange africain. Ça encore, pour moi, je ne suis pas pessimiste, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je suis du Cameroun, je suis de la zone CEMAC, je suis de la zone CEAC. Mais comment voulez-vous intégrer les économies de l'Afrique si dans les sous-régions, les économies ne sont pas intégrées? Est-ce qu'il y a libre circulation? C'est-à-dire que le basique de l'intégration économique, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Mais comment voulez-vous que le Camerounais qui vend son plantain ne peut pas aller au Gabon aussi simplement alors que nous sommes dans une zone d'intégration économique? Comment alors faire pour l'intégration économique de l'Afrique tout entière? Il faut des infrastructures de communication, des infrastructures routières qui manquent déjà cruellement à l'intérieur des pays. Moi, je crois que nous devons commencer la véritable intégration à l'intérieur même de nos propres pays, aller au niveau de la sous-région et avant de viser la région. Je ne dis pas, c'est bien d'avoir une ambition, c'est bien de savoir là où on veut partir, mais c'est bien aussi de se doter des moyens dont on a besoin pour aller. Vous avez parlé de financement tantôt. Oui, docteur, excusez-moi de vous couper. Nous reviendrons sur ces questions-là. Comme vous venez très bien de le stipuler, tout est à faire et c'est vraiment un constat alarmant. Mais simplement, j'ai une question pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où justement le monde entier est face à cette équation de la donne alimentaire mondiale, nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050, alors où l'Afrique elle-même a ce défi colossal de nourrir 2 milliards d'individus à l'horizon 2050, à l'heure où justement nous avons chaque année, en fait, des millions de jeunes Africains qui sortent des circuits de formation, mais de manière inadaptée. Pouvons-nous justement nous permettre d'avoir un tel retard structurel? Et ceci m'amène justement à interpeller Madame Adjidji. Voilà, bonjour Madame, bonjour à nouveau, sur justement la problématique relative non seulement à la structuration des valeurs pour pouvoir justement
arriver à relever le défi, mais également en ce qui concerne la question de la jeunesse africaine. Comment rendre ce secteur attractif? Comment le valoriser? Parce que personnellement, je suis persuadée que celles et ceux qui opéreront le changement de la révolution agricole en Afrique, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, mais également, bien entendu, en étroite collaboration avec les politiques et le secteur privé. Alors, Madame Adjidji, pouvez-vous nous entretenir sur la problématique des jeunes, l'emploi des jeunes et l'intérêt des jeunes, justement, par rapport au secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne? Merci, Madame Charlotte. Vous m'entendez bien? Je vérifie. Tout à fait. Super. Alors, déjà, permettez-moi juste de réinsister sur l'importance de la sécurité alimentaire et sur le constat un petit peu alarmant, tout en finissant un petit peu sur une touche positive. Donc, comme vous l'avez dit, la quantité de nourriture cultivée actuelle ne suffira qu'à nourrir la moitié de la population mondiale d'ici 2050. Donc, nous devons vraiment changer profondément nos modes de production, que ce soit d'ailleurs en Afrique, mais dans le monde entier. Mais l'Afrique a toujours été, on va dire, un petit peu l'espoir, la solution pour résoudre ce problème de la sécurité alimentaire. D'ailleurs, selon une étude de McKinsey, ils ont déterminé que l'Afrique pourrait produire 2 à 3 fois plus de céréales qu'elle ne fait actuellement, ce qui rajouterait près de 20% à la production mondiale. Donc, c'est des augmentations qu'on pourrait observer si nous changeons les modes de transformation actuels et si effectivement les politiques agricoles ainsi que les secteurs privés font les démarches nécessaires pour pouvoir sécuriser ces augmentations. Et ça va évidemment par une transformation de la chaîne de valeur, une structuration des différentes chaînes de valeur et aussi par de la recherche et du développement. Vous voulez que j'insiste sur la jeunesse. Évidemment, la jeunesse est en même temps, on va dire, un vivier de ressources que nous avons en Afrique, et on a de la chance, mais aussi ça pourrait être un très grand problème à horizon à court terme. On a en Afrique un des taux de chômage les plus élevés à l'entrée, avec plus de 100 millions de jeunes Africains qui vont être rajoutés sur le marché du travail. Donc déjà aujourd'hui, la situation est alarmante et elle va l'être encore plus critique d'ici 2030. Et selon des études démographiques, plus de la moitié de cette jeunesse continuera à vivre dans les zones rurales. Donc, c'est très important pour nous de mettre en place un écosystème qui va permettre de sécuriser de l'emploi et de la création de valeur pour ces jeunes aujourd'hui. Mais la plupart de l'engagement des jeunes n'est pas là. L'âge moyen de l'agriculture africaine est de 60 ans. Donc, on ne peut pas résoudre cette équation si on a une population, on va dire, agricole et les fermiers qui arrivent à un certain âge et en même temps la jeunesse qui se désintéresse de l'agriculture. Donc, pour cela, il faudrait essayer de comprendre cette jeunesse et voir quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer. Et selon une étude récemment faite par la Fondation Mastercard, qui a été faite aussi par des jeunes, le plus grand obstacle à une carrière dans l'agriculture pour les jeunes serait les compétences numériques et les techniques nécessaires qui vont les aider à rentrer dans le marché aujourd'hui. Donc, l'alphabétisation numérique est un must, on en parle, mais ça peut aussi être un levier de croissance aujourd'hui qu'on sous-utilise. Et on pense que l'agriculture peut avoir un bond en avant dans le développement agricole si on arrive à rattraper ce gap de connaissances et notamment de connaissances numériques aujourd'hui. Je peux vous donner quelques exemples de comment essayer d'attirer cette jeunesse dans le secteur agricole. Mais cette jeunesse, il faut l'accompagner, il faut l'aider, lui donner les moyens. Et notamment les moyens pour commencer. Vous êtes entrepreneur vous-même, vous connaissez les défis de l'entrepreneuriat et encore plus les défis de l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui. La ferme, c'est une entreprise, même si ça reste une petite ferme, ça reste une entreprise où on peut créer de l'emploi, on peut créer de la valeur. Et donc, les fondamentaux pour pouvoir arriver à ça, évidemment, ça va par la formation, l'accompagnement technique, mais aussi sécuriser un écosystème qui permette d'avoir un marché pour ces jeunes. Il y a un programme que OCP a lancé récemment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, OCP est un leader de la production d'engrais phosphatés, présent sur 12 pays en Afrique. Nous avons essayé de mettre en place des programmes spécifiques pour l'accompagnement de la jeunesse. L'un s'appelle Empowering African Youth, où on a essayé de les aider dans ce premier Kickstart en mettant en place des outils pour accompagner la distribution et le conseil agricole dans les fermes, et en particulier le last mile, ce qu'on appelle nous le last mile. Donc, on les dote de tablettes, on les dote d'un accompagnement d'outils qui vont leur permettre de conseiller les fermiers, et on les dote aussi de petits moyens au début qui leur permettront de commencer leur activité et de pouvoir sécuriser une certaine source de revenus.
Mais ceci, la formation, l'assistance technique, n'est qu'une partie de la solution du problème. Le gros reste aussi de craquer les innovations technologiques qui vont ici permettre d'encore plus attirer cette jeunesse. Et il y a des programmes aujourd'hui qui sont de plus en plus ambitieux en Afrique, notamment on voit la naissance de plusieurs incubateurs et de plusieurs, on va dire, start-up qui permettent de non seulement... Oui, qui permettent non seulement de donner accès aux innovations technologiques et ces innovations qui sont aussi parfois applicables et qui viennent aussi parfois de l'Afrique. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas dénigrer aussi les possibilités d'innovation que nous avons sur notre continent. Le mobile money, maintenant qui commence à se généraliser, a connu un très très grand succès d'abord en Afrique parce que ça a été une solution pour craquer le problème de la faible bancarisation que nous avons en Afrique. Et le mobile money a été cette innovation qui a permis aussi d'apporter l'accès à du financement, notamment dans les zones reculées. Donc voilà, le chantier est très, très important. Il faut insister sur la jeunesse, je précise, parce que sincèrement, ça peut être le principal driver, la principale, on va dire, moteur de la transformation agricole de demain. Et si on ne les attire pas, sachant encore une fois, je rappelle que l'âge moyen est de 60 ans, nous allons encore avoir un problème grandissant pour capter cette population dans les zones rurales et éviter qu'il y ait des mouvements massifs de population. Vous êtes en mute, Charlotte. Merci infiniment, Madame Majidi. Merci pour le rappel. Je vous confirme effectivement que la jeunesse agricole a pris son envol en ce qui concerne justement la conquête du secteur agricole et agroalimentaire en termes d'entrepreneuriat. On peut l'observer aujourd'hui avec l'émergence de l'agritech. On en parlera lors du second critique abordé dans cette discussion. Je voudrais dans un premier temps revenir au docteur docteur Kombozi, voilà, de la RDC. Vous êtes un expert sectoriel et vous êtes en poste également au ministère de l'Agriculture de la RDC. Revenons à ces politiques agricoles. Comment se fait-il qu'après des décennies, nous en soyons toujours à ce constat alarmant? Et qu'est-ce que vous, au niveau de la RDC, vous initiez justement en termes de politique pour accompagner les jeunes d'une part, mais aussi et surtout pour régler l'épineuse question du financement du secteur agricole et agroalimentaire? Bien, merci madame. Je venais de suivre les deux intervenants, le précédent. Je crois que vous me suivez, madame? Oui, on vous entend très bien. Allez-y, docteur. Oui, je disais que je venais de suivre les deux premiers intervenants. Je crois que je ne reviendrai pas sur un certain nombre de choses qu'ils ont déjà dites ici, hein, notamment pour ce qui est des statistiques agricoles, pour ce qui est de politique générale de l'agriculture. Mais moi, je voudrais plutôt aller un peu plus loin en amont pour parler de ce qu'a été l'agriculture pendant la colonisation. Comprenez? On ne peut pas inventer la roue. Pendant la colonisation, la colonie avait placé des systèmes tels que les paysans étaient responsables de la production au niveau du milieu rural. Les terres étaient distribuées par rapport à des capacités retenues Nous avons du mal à... terres arables fait en sorte que... Oui, docteur, nous avons du mal à vous saisir. Faut-il que je... Oui, allô, docteur? Oui, faut-il que je parle un peu plus fort ou comment? J'ai le sentiment que c'est un petit souci de connexion, mais allez-y. Là, ça a l'air de passer. Oui, je disais que... Insistez également sur le financement. Sur le... possible. Le financement du secteur. Le financement. Oui. Nous avons de gros projets. Malheureusement, nous sommes un pays post-guerre. Pendant nous avons plusieurs années, on nous a habitués. Voilà.
Vous ne m'écoutez pas? Allez-y, allez-y. Allô? Pour l'instant, on a du mal à vous suivre. Essayons encore un petit peu. Je disais que la RDC est un pays qui a connu plusieurs phases de guerre, hein, et que nous avons vécu pendant plusieurs années des périodes de post-conflit qui ont fait en sorte que on nous a habitués à des aides alimentaires. Et ces aides-là ont plutôt affaibli la capacité, les efforts à fournir pour produire. Je disais en amont que la colonie avait une politique de plutôt basée sur les paysannats. Les paysans produits et la conjugaison des efforts des paysans a fait en sorte que nous puissions avoir de la production nécessaire pour nourrir cette population et faire l'exportation. Peut-être on vous dira que c'était... Allô? Allô? On vous entend, vous pouvez continuer, on vous entend. Oui, peut-être on dira qu'à ce moment-là, la population n'était pas encore aussi nombreuse qu'aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, on pouvait compter à peine 15 millions d'habitants, mais aujourd'hui, nous sommes dans les 80 millions. Alors, maintenant que nous sommes arrivés à cette étape-là où il y a le problème de guerres récurrentes qui ont sévi dans les pays, la jeunesse a connu aussi un problème. Au village, il n'y a plus de la jeunesse, contrairement à ce que madame venait de dire ici. Dans nos villages, c'est la vieillesse qui est restée là-bas. Les jeunes ont plutôt migré vers les grandes agglomérations, vers les villes, faute de moyens de pouvoir produire localement au niveau du milieu rural. Je prends l'exemple de grands projets que nous avons. Le grand projet Bukangalonzo, pour parler un peu de financement. Le projet-là, c'est un projet qui a englouti plus de millions de dollars. À mon sens, si ce projet avait plutôt été converti à des financements distribués à travers les milieux ruraux, c'est-à-dire créer des banques de crédits agricoles autour des grandes agglomérations de bassins de production, je crois que la population jeune ne pouvait pas se migrer de milieu rural vers la ville. Elle trouverait à ce moment-là de quoi sur place dans son milieu de vie et comment pouvoir produire, et tout en essayant aussi de financer les voies de communication, les voies d'évacuation de production vers les bassins du bassin de production vers les centres de consommation. Voyez? Alors, mon avis, je crois que on ne pouvait pas la charrue de l'œuf, on devait plutôt commencer par là où la colonie nous a laissés, c'est-à-dire valoriser le travail manuel du paysanat en mettant en place des banques agricoles dans le milieu rural, des centres de communication, évidemment, où les jeunes, au lieu de migrer vers la ville, trouveraient leur emploi au niveau de l'entrepreneuriat qu'ils sont en train de vouloir développer aujourd'hui. Ils pouvaient être financés et produire localement pour pouvoir servir les centres de consommation. Moi, je crois que c'est de cette façon, en tout cas, que nous pouvons peut-être essayer de juguler les problèmes que nous avons. En plus, au niveau des structures, la politique a pris aujourd'hui le devant, le dessus sur la technique. On mettra sur disons, à la tête d'un ministère de l'Agriculture, par exemple, un philosophe. Alors qu'il y a des techniciens, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs de développement rural, des médecins vétérinaires qui peuvent bien comprendre la portée, n'est-ce pas, des activités ils sont appelés à pouvoir développer dans ce ministère-là. Vous mettez quelqu'un qui n'est pas de domaine, il prendra d'abord le temps de pouvoir s'accommoder avec la technologie, avec la nomenclature, avec les projets, avec les politiques, avant de pouvoir se mettre en activité. Et ça prend du temps. Et pour la plupart, ils viennent pour ne pas développer l'activité agricole, mais pour soigner sa base politique. Et c'est ça fait aussi un problème. Vous voyez? Alors moi, je trouve que pour maintenant qu'on puisse révolutionner les choses, mettre la personne à la place qu'il faut. Et essayer de revoir un peu ce qui est de la formation de la jeunesse, n'est pas toujours aller dans la formation
technique, disons, scientifique ou, comment dirais-je, la formation qui ne donne pas accès directement à la technicité. Moi, je voudrais plutôt qu'on puisse former les gens, la jeunesse, sur la technologie, comment utiliser les semences, comment il faut labourer, comment il faut s'aimer. Donc, la technologie de base au niveau du secteur agricole. Les auxiliaires vétérinaires, il faut les former, comment ils peuvent vacciner, comment ils peuvent soigner les bêtes. Et puis, même ce qui est la technique de la pêche aussi. Donc, valoriser au moins les activités qui sont restées longtemps à sourdine. Je vous surprends, madame. Oui, vous prenez la pisciculture, qui est une des activités très souvent dans les niveaux les plus bas des soucis des décideurs. Alors que, je ne vous apprends rien, ce que nous avons consommé depuis plus de 10 ans aujourd'hui en RDC, des poissons que nous consommons, ce n'est pas des poissons de la pêche. Ce n'est pas des poissons de la pêche. Parce que quand vous prenez un carton de poissons chinchard qu'on vend chez nous ici, vous les dépiécez, vous trouvez environ 80 ou 100 poissons, tous de même taille. Est-ce qu'il y a-t-il un fleuve, un lac, une rivière en Afrique centrale où vous jetez votre filet et vous ne récoltez que 10 tonnes ou 5 tonnes de poissons qui auront la même taille? Non. Merci infiniment. Il y a la pisciculture qui doit être développée pour pouvoir faire face à la carence de protéines animales que nous avons, à part les gros bétail, les caprins, les poulets que nous pouvons aussi développer. Merci à vous, docteur. Merci à vous, docteur Kombozi. Nous reviendrons tout à l'heure vers vous pour continuer à aborder justement la question en ce qui concerne la RDC. Simplement, je voudrais quand même faire une petite remarque. Aujourd'hui, cette révolution agricole que nous devons tous opérer nécessite, il faut quand même le souligner, l'apport de chacun. Donc, nous sommes tous des acteurs de cette révolution. Il ne s'agit plus simplement d'insister sur le volet production qui n'est qu'un pôle de la chaîne de valeur agricole. Il s'agit également d'insister sur d'autres métiers dédiés par exemple à la transformation des produits, à la commercialisation de ces derniers, dédiés à l'agritech, la formation, l'innovation et autres. On en parlera avec l'agritech notamment. Ce qui m'amène à interpeller Monsieur Christian Ngoué du Gabon, voilà, donc qui est le directeur de la formation et de la recherche agronomique du Gabon. Monsieur Ngoué, êtes-vous parmi nous? Pouvez-vous activer votre micro? Je pense que vous n'avez pas de caméra. Monsieur Ngoué, est-ce que vous m'entendez? Allô? Alors, je n'ai pas Monsieur Ngoué, je n'arrive pas à la voir. Donc, nous revenons donc au docteur Yankam Njounou. Bonjour, docteur, vous êtes là? Docteur Njounou? Oui, je suis là, le temps d'activer mon micro. Oui, docteur. Alors, nous avons fait ce constat alarmant. Oui, docteur, nous avons fait ce constat alarmant. Mais maintenant, je vous invite effectivement donc à être optimiste et à évoquer avec nous la question relative à l'attractivité du secteur. Aujourd'hui, il s'agit effectivement de mobiliser les jeunes, de mobiliser les divers acteurs du secteur privé, de la société civile, mais également les politiques, parce que c'est tous ensemble que nous arriverons justement à relever le défi. Au niveau du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour inciter justement cette jeunesse à s'intéresser à l'agriculture, aux métiers agricoles, à l'agroalimentaire, bref, à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole? Voilà, merci Charlotte. Je dois dire qu'en réalité, notre constat, il est réel. Hein. Nous ne restons pas dans le pessimisme. On sait que nous avons une force importante de travail qui est celle de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a plus de 60%. C'est la jeunesse, c'est la future force de travail, c'est le driver, comme m'a dit quelqu'un. Alors, au niveau du Cameroun, conscient de ce problème, le gouvernement a mis en place, dans un premier temps, un programme de sensibilisation des jeunes pour leur montrer que l'agriculture est une opportunité
n'est-ce pas, de travail dans laquelle ils peuvent gagner leur vie. Donc, il y a un ensemble de programmes de sensibilisation dans les masses médias, mais au-delà de ces programmes de sensibilisation, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'instruments de politique qui permettent d'insérer les jeunes dans le monde socio-professionnel. Dans un premier temps, le gouvernement a pris sur lui de réformer complètement le système d'enseignement et de formation pour focuser un peu sur l'entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat jeune, ça veut dire que des jeunes qui sortent du secondaire, n'est-ce pas, peuvent directement suivre un cursus universitaire, mais ce cursus est dédié à l'entrepreneuriat jeune. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a formé dans les programmes d'entrepreneuriat jeune plus de 12 000 jeunes. Ça peut paraître, n'est-ce pas, assez négligeable, mais je dois dire quand même que c'est déjà quelque chose parce qu'au moins, il y a l'ambition, n'est-ce pas, de pouvoir sortir ces jeunes de là où ils sont. Alors, c'est des programmes où, après la formation, parce que la formation peut se faire dans des structures spécialisées du ministère de l'Agriculture, mais ça se fait aussi à travers des incubateurs privés. Donc, il y a 3 programmes qui sont là aujourd'hui pour pouvoir incuber les jeunes et les accompagner une fois qu'ils sont sortis, n'est-ce pas, de ces incubateurs avec leurs projets. On les accompagne et puis on les accompagne sur un certain nombre d'années pour nous assurer, n'est-ce pas, qu'ils acquièrent de l'autonomie. Alors, aujourd'hui, on se rend compte, en évaluant, n'est-ce pas, ce type de programme, que nous avons des taux de stabilité qui ne sont pas assez élevés. Vous avez un jeune qui s'installe dans le secteur agricole aujourd'hui, mais 5 ans après, vous revenez, vous ne le voyez pas. Justement parce que les politiques ne devraient pas se focaliser simplement sur la production, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand je produis, je dois vendre. Et pour vendre, il y a des conditions de marché. Des conditions de marché qui m'imposent dans un itinéraire technique qui est requis. Donc, alors, aujourd'hui, on se rend compte que les projets sont parfois des projets de production, mais il faut aller au-delà des projets de production pour mettre en place des projets de transformation. Mais la transformation pose un problème, parce que pour transformer, il faut avoir une masse critique. C'est pourquoi je vous parlais de la production de masse. Je vous parlais de la technologie, des technologies hautement productives. On a parlé des semences à l'entrée, à l'entame, n'est-ce pas, de ce débat. C'est très important d'avoir ces semences de haut rendement. Et en plus, c'est très important aussi de favoriser l'accès, n'est-ce pas, aux facteurs de production. Comment voulez-vous développer, n'est-ce pas, la production de masse si l'accès à la terre reste problématique pour les jeunes? Vous pouvez bien former un jeune, mais s'il n'a pas accès à la terre, il ne peut pas s'en sortir. C'est autant de problèmes, n'est-ce pas, que nous identifions aujourd'hui que ces programmes d'insertion des jeunes sont mis en place et c'est pourquoi le gouvernement a entrepris, n'est-ce pas, de faire un ensemble de réformes foncières pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès à la terre. Maintenant, quand vous voulez installer un jeune à l'entrepreneuriat, il lui faut des ressources, il lui faut du capital, le capital fixe et le capital circulant. Et c'est là où nous touchons à l'épineux problème du financement. Lui, il n'a pas de garantie. Le jeune n'a pas de garantie pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, au guichet des banques commerciales. Mais alors, c'est pourquoi le Cameroun, depuis quelques années, essaye de mettre en place un dispositif, un mécanisme de financement adapté qui permet donc d'accompagner le jeune jusqu'au niveau où il atteint la phase, n'est-ce pas, d'autonomisation et donc on le laisse et on le suit simplement, sachant qu'il a les ressources minimum pour pouvoir réaliser son entreprise. Mais alors, le financement est là, le mécanisme est là, mais le vrai problème, c'est le volume de financement. Parce que si on veut opérer la révolution agricole, il faut passer, n'est-ce pas, à la vitesse supérieure. Au lieu d'installer 1000 jeunes, 500 jeunes, il faut viser 1 million de jeunes. Il faut viser 500 000 jeunes. Et du coup, on a des problèmes de volume de financement. Vous savez que nos États, n'est-ce pas, souffrent toujours
de manque de ressources, parce que surtout ces derniers temps avec le Covid-19 et avec toutes les priorités qui sont celles de l'État, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous luttons tous les jours pour qu'au moins les déclarations de Maputo et même de Malabo soient, n'est-ce pas, respectées, pour qu'au moins 10% des budgets nationaux soient consacrés, n'est-ce pas, à l'agriculture. Voilà en gros pour ce qui est de l'intégration des jeunes, n'est-ce pas, ce que le gouvernement fait. Et en plus maintenant, il faut améliorer le cadre de vie en milieu rural. Un jeune qui est habitué à regarder la télé, avoir accès à Internet, à faire son mobile money, mais vous lui dites d'aller produire, il est d'accord, il a un projet, mais il va aller en milieu rural. Si le soir, il ne peut pas avoir de l'électricité pour regarder sa télé, s'il ne peut pas charger son téléphone, alors ça cause problème. Donc je crois qu'il y a tout cet ensemble de mesures d'accompagnement qui permettent d'améliorer le cadre de vie en milieu rural pour que celui, le jeune qui est en milieu rural, n'envie pas celui qui est resté en ville. Et c'est autant de programmes qui nécessitent vraiment non seulement beaucoup de ressources financières, mais aussi une volonté politique. Parce que là, il faut sacrifier certaines priorités, n'est-ce pas, pour mettre un accent important sur un secteur d'entraînement, un secteur moteur de l'économie qui est celui de l'agriculture. Merci infiniment, Dr Yankam Djono. Effectivement, la question du financement des entreprises portées par nos jeunes qui, malgré les difficultés, se lèvent, entreprennent avec souvent énormément d'innovation. Ce qui nous amène du côté du Gabon. Nous retournons chez Monsieur Christian Ngué. Bonjour Monsieur Ngué, pouvez-vous activer votre micro et votre caméra afin de pouvoir nous éclairer sur la stratégie mise en œuvre au niveau du Gabon pour l'accompagnement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Êtes-vous là, Monsieur Ngué? Bonjour, Madame. Monsieur Ngué malheureusement n'est pas disponible ce matin. Il a également eu un souci. Mais pour l'occasion, j'aimerais quand même porter un peu la voix du Gabon en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. J'aimerais dire quelques mots sur ce qui se dit au cours de cette rencontre. Je voudrais bien sûr modérer un peu le pessimisme qui anime les uns les autres sur la situation alimentaire de l'Afrique centrale. Il faut d'abord rappeler, que l'Afrique centrale est dans un contexte particulier avec une évolution économique. Ce sont des pays qui ont d'abord basé leur économie sur l'extraction des matières premières, l'or, le pétrole, le bois, etc., où effectivement à l'époque, il était très facile de générer des devises. Et puis bien sûr, avec ces devises, on pouvait donc régler le problème alimentaire, s'acheter des aliments à l'extérieur. Aujourd'hui, on se rend bien compte que cette facture est de plus en plus lourde et que le modèle suivi n'est pas viable. Et bien sûr, tous les gouvernements sont conscients de cela dans notre sous-région. Et c'est effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, que ce soit au niveau de l'Union africaine, mais également au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique centrale, où nous avons donc une politique agricole commune qui a été adoptée au niveau de la CAC. Et nous avons au niveau des États un certain nombre d'initiatives qui vont donc dans le sens de la prise de conscience donc de la nécessité donc de produire ce que nous mangeons en Afrique centrale. Effectivement, à l'endroit des jeunes, beaucoup d'initiatives, comme je le disais, sont lancées au Gabon notamment. Nous avons l'initiative des classes vertes qui consiste donc à intéresser les enfants dès le bas âge dans les écoles à l'activité agricole. Nous avons également la réforme de la formation professionnelle agricole qui est mise en œuvre avec la mise en place d'un certain nombre de certificats, la formation en alternance, etc. Donc, beaucoup d'initiatives sont mises en place donc, pour encourager la jeunesse à s'orienter vers le secteur agricole. Donc, pour nous, en fait, il y a beaucoup d'espoir. Donc, l'espoir repose effectivement sur cette jeunesse qui est nombreuse, de plus en plus qualifiée également. L'espoir repose également sur notre potentiel. Nous avons des terres, beaucoup de terres riches et qui sont en réalité disponibles. C'est dans ce cadre-là que le Gabon s'apprête effectivement à lancer dans quelques jours un vaste programme de mise à disposition des terres agricoles au niveau des investisseurs, que ce soit étrangers ou au niveau national. Donc, pour ma part, je vais donc modérer ce pessimisme et dire que plutôt, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie en réalité. On est sur la bonne voie, on va y arriver. Tout le monde est conscient, la jeunesse est consciente, tout le monde est conscient et que je crois qu'il n'y a pas de raison de verser dans un pessimisme exagéré. Donc, voilà les choses qui se font.
Oui, monsieur le secrétaire général, je suis ravie de vous voir en ligne. Merci infiniment pour votre excellente intervention. Signalons effectivement que le Gabon a fait de nombreux efforts pour justement relever son agriculture. Signalons que l'agriculture aujourd'hui est en première ligne au plus haut niveau, donc en ce qui concerne justement le Gabon. Par rapport à cela, je voudrais, pendant que nous avons en ligne, insister sur la question des importations massives de denrées alimentaires dans nos pays. Toute l'Afrique centrale est concernée. J'ai vu qu'au niveau du Gabon, effectivement, vous avez fait un certain nombre d'efforts, notamment en ce qui concerne le secteur de la pêche. J'aimerais savoir, vous avez également mis l'accent sur la distribution, sur le pôle distribution avec la Sotrader, qui aujourd'hui accompagne, que ce soit au niveau rural, urbain. Bravo pour ces efforts. J'aimerais savoir si c'est suffisant, alors même où nous avons effectivement donc, la possibilité de développer nos échanges intra-continentaux qui, signalons-le, s'élèvent à peu près 16%. Voilà, c'est largement insuffisant. Comment, quelle stratégie mettre en place? Quelle stratégie est-ce que le Gabon met en place pour favoriser justement les échanges dans ce domaine-là avec des pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme le Congo, pardon, comme la RDC, parce que chez les uns et chez les autres, on a énormément de choses à apprendre et vice-versa, bien entendu. Et je sais que cela fait partie de votre agenda également. Tout à fait, madame. Effectivement, nous sommes conscients donc de ces importations massives qui viennent plutôt des zones un peu plus éloignées, donc hors sous-région. Et nous sommes également conscients qu'au Gabon, on ne pourra pas tout produire et que nous avons à côté de nous nos frères qui ont un certain nombre d'avantages comparatifs en termes de production. Nous pensons par exemple au Tchad et au Cameroun en ce qui concerne l'élevage, qui ont des cheptels très élevés et dans lesquels nous pourrions puiser nos protéines animales. Donc, effectivement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ce qui est donc, par exemple, je le disais, par rapport au cheptel animal, nous sommes en train de mettre, nous, en place des usines de transformation de ce cheptel-là. Donc, faire venir effectivement du bétail du Cameroun, du Tchad, qui sont très, très avancés en matière d'élevage et pour, en fait, les transformer par la suite au niveau local. Il y a également donc la question des céréales, etc. Donc, nous, on est très ouverts. Au Gabon, on est très ouverts donc, à ces échanges au niveau sous-régional, notamment avec le Cameroun, qui est notre principal fournisseur également d'aliments. Et nous comptons bien sûr développer cette relation-là. Mais la question des importations doit être également vue sous un autre angle. Parce que lorsque nous allons développer nos productions, elles seront tout de suite confrontées donc, à ces importations-là qui sont généralement qui reviennent à des coûts moins élevés que par rapport à nos productions. Je pense notamment à la question du poulet, du porc, le poulet qui est importé du Brésil, de l'Argentine, etc., etc. Et donc, il faut également que nos gouvernements mettent en place des politiques qui protègent le marché local. Et donc, là également, c'est un axe important de travail de nos gouvernements, faire en sorte que nos productions locales soient protégées, en tout cas, nos productions naissantes soient protégées vis-à-vis de l'extérieur qui exportent évidemment leurs marchandises massivement dans notre sous-région. Donc, effectivement, il y a ces axes de travail. Travailler donc avec les pays voisins pour développer les échanges au niveau sous-régional et puis également travailler à limiter les importations des pays plus éloignés. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire Général. Une dernière question, processus donc relatif à la protection de nos marchés. Parce que je pense que l'un des plus grands soucis, c'est celui-là. Même en ce qui concerne nos productions locales, eh ben, le petit producteur qui met son argent et tous ses efforts justement dans son entreprise n'est pas toujours compétitif quand il arrive sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas subventionné. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour protéger nos marchés? Où en êtes-vous au niveau de l'Afrique centrale? Est-ce qu'on peut espérer un réel
un réel engouement en la matière, parce que ça, c'est un élément clé pour encourager nos agro-industriels et impulser une dynamique favorable à l'ensemble du secteur. Nous t'avons perdu. Vous m'entendez, monsieur le secrétaire général? Oui, je suis là, effectivement. Alors, oui. nous avons perdu le secrétaire général. Non, je suis là, Du ministère de l'Agriculture du Gabon. Nous revenons à vous, Madame Adjiti. Merci Charlotte. J'avais justement un petit commentaire par rapport à la présentation de Monsieur le Secrétaire Général. Alors, j'ai complètement, tout à fait d'accord sur le fait que, d'une part, il faut protéger nos marchés parce qu'effectivement, que ce soit au niveau du bétail, mais aussi au niveau de l'agriculture. Général. Ah, je pense qu'il y a un décalage. Je continue si ça vous va ou vous de la main, Monsieur le Secrétaire Général. Retour, Monsieur Telamagiti. Si vous continuez, on le prendra plus tard. D'accord. Ok. Très bien, donc je continue, c'est ça? Oui. Secrétaire général, j'ai du mal à suivre. Allez-y, Monsieur le Secrétaire Général, dans ce cas. Nous revenons par la suite à Madame Adjiti. Oui, merci, Madame. Je disais effectivement qu'il est important qu'on ait une politique. Allez-y, Monsieur le Secrétaire Général. Nous revenons à Madame Adjiti par la suite. D'accord, merci. Je disais qu'effectivement, il faut que les pays africains, notamment ceux de la sous-région, aient une politique de protection des industries naissantes assez agressive. Parce que nous savons, nous n'avons pas les mêmes moyens. Les autres pays subventionnent leur agriculture. Nous, on n'a pas forcément les moyens de subventionner. Au moins, on peut protéger nos marchés pour permettre à nos agriculteurs de se développer. Mais ceci doit se faire de manière un peu progressive, de manière douce, de telle manière à ne pas susciter d'autres problématiques, notamment au niveau de l'OMC, où un certain nombre d'accords ne permettent pas de protéger les marchés. Mais je pense que les gouvernements ont des outils qui permettent de favoriser nos productions en jouant sur la politique, sur le volet fiscalo-douanier, etc., etc. Nous avons quand même un certain nombre de manettes qui peuvent nous permettre de protéger nos petits agriculteurs. Donc, je crois que, pour ma part, c'est une voie importante. Si nous voulons vraiment installer une agro-industrie en Afrique centrale, il faut que celle-ci soit protégée, ne fût-ce qu'au début de leur démarrage. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire Général. Nous vous revenons. Madame Adjiti, à vous. Je voudrais également en profiter pour vous inviter à remettre l'accent sur cette problématique relative aux semences et à nous parler également des efforts de l'OCP par rapport justement à cet enjeu-là. Alors, déjà, rapidement, juste une petite réaction sur ce qui vient d'être présenté. En effet, c'est très, très important de pouvoir protéger. Je pense qu'on a tout de même une marge de manœuvre parce que pour mieux protéger nos marchés aujourd'hui, comme ça a été précisé par ailleurs, nos marchés subissent la compétition, on va dire, de produits qui sont beaucoup plus compétitifs et qui sont, on va dire, ce n'est pas une compétition qui est fair, comme on dit en anglais, parce qu'ils ont des subventions, mais aussi parce qu'ils ont un système de production, de productivité qui est plus important. Donc, même s'il n'y avait pas les subventions, de fait, ils sont beaucoup plus, par les effets d'échelle, beaucoup plus compétitifs. Et il n'y a pas que ça comme souci, il y a aussi le souci de qualité. Notamment, par exemple, pour le maïs, où on avait fait une étude où on voulait essayer de structurer la chaîne de valeur du maïs, et notamment, on a adressé l'industrie du poulet, et le constat était que les graines de maïs qui étaient cultivées localement ne correspondaient pas aux critères de qualité, aux standards qui étaient recherchés par ces industries, et aussi parce qu'ils étaient plus chers que ce qu'ils avaient accès aux graines de maïs auxquelles ils ont accès sur le marché international. Donc, c'est une solution de protéger contre cette compétition qui n'est pas
équitable, on va dire, mais ce n'est pas la seule solution. Je pense qu'il faut profondément travailler sur l'augmentation de la productivité et la compétitivité intrinsèque de nos systèmes de production dans les différents pays. Et on a les moyens de le faire. Pas que pour des investissements, il y a certaines, on va dire, solutions qui peuvent être mises en place. Il faut prioriser certains accompagnements qu'on n'a pas aujourd'hui pour pouvoir non seulement travailler sur augmenter les rendements de nos productions, mais aussi restructurer les différentes chaînes de valeur. Pour pouvoir avoir une industrie agroalimentaire, il faut que le sourcing soit sécurisé. Aujourd'hui, même les industries qui veulent, agroalimentaires qui veulent se développer, parfois vont chercher du marché international parce qu'ils n'arrivent pas à sécuriser au niveau local. Et on a aussi d'autres exemples, comme le cacao avec l'industrie du chocolat, où ça c'est plus pour l'Afrique de l'Ouest, mais ça s'applique aussi pour d'autres cultures. Donc, le problème, je pense qu'il faut aussi le voir dans cet aspect-là. Et la crise, le contexte de la crise du Covid nous a fait réaliser l'importance pour une souveraineté nationale de quand même sécuriser sur nos propres territoires une production locale qui permette d'assurer au moins une certaine... on va dire une safety net, comme on dit en anglais, et de pouvoir ne pas être complètement dépendant des imports internationaux. Et comment, vous allez me dire, comment améliorer la productivité ou intensifier la productivité au niveau local? Bon, déjà, il y a la partie engrais. Donc, OCP est un producteur international d'engrais phosphatés, et c'est notre secteur d'activité. Vous avez parlé des semences également. Les deux sont des critères importants pour augmenter la productivité. Je vous donne juste un exemple, notamment pour les engrais, pour que vous réalisez les écarts que nous avons et les défis que nous devons relever aujourd'hui. La mondiale internationale d'utilisation d'engrais par l'hectare est à peu près de 130 kg à l'hectare. En Afrique subsaharienne, on est au-dessous de 20. Donc, l'écart est astronomique. Et ce n'est pas dû seulement à une faible utilisation des engrais, mais c'est aussi parce que nos sols, et Dr Yankam l'a précisé tout à l'heure, nos sols s'appauvrissent, ils sont pauvres, non seulement en termes de nutriments, donc même les aliments n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles que nous pouvons avoir, mais aussi en termes de rendement et de modernisation de nos outils de production locale. Donc, je me permets d'insister de ça et aussi de parler des semences. Les semences sont un vrai levier d'augmentation de la productivité, mais c'est un tout. Avoir les engrais sans les bonnes semences, c'est comme mettre de l'eau dans du sable. Avoir des bonnes semences sans les engrais, pareil. Et l'irrigation également. Nous avons des vraies ressources naturelles en eau qui sont mal utilisées ou peu utilisées et qui pourraient du coup vraiment contribuer à une augmentation réelle des rendements. Et indépendamment de ça, je voulais aussi parler d'un autre aspect qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est les effets des changements climatiques. Et on est dans un contexte changeant tout le temps en Afrique, en particulier. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, malheureusement, parfois, on s'oriente vers des cultures qui ne sont pas les cultures les plus adaptées au contexte dans lequel on vit, en particulier au contexte africain. Et je pense qu'il faudrait aussi avoir cet éveil aujourd'hui et pas seulement rechercher des semences qu'on pourrait trouver, des semences à haut rendement qu'on pourrait trouver à l'étranger. D'ailleurs, l'Afrique, en particulier pour certains pays, ont réussi à protéger un petit peu les semences, une protection des semences notamment sur le riz ou avec le travail que fait Africa Rice et d'autres institutions internationales. Mais on devrait aussi regarder et promouvoir les cultures historiques, par exemple, qui sont plus adaptés à nos contextes et qui sont aujourd'hui un petit peu délaissés et qui sont non seulement à faible teneur en eau, mais aussi riches en minéraux pour l'Afrique et qui permettraient de lutter contre les mauvaises nutritions et remplacer, par exemple, les importations de riz, qui est un vrai fléau aujourd'hui que nous avons, et aussi les importations de blé en Afrique du Nord. Donc, il y a des exemples récents, notamment lors du contexte de la pandémie Covid-19, notamment sur des pays tels que le Burkina Faso, ils se sont retournés vers des cultures vivrières telles que le manioc, le plantain et l'igname, et ça a permis de manière non intensive déjà de sécuriser un certain niveau une utilisation limitée, on va dire, de produits, d'avoir une certaine productivité. Donc voilà, c'était un petit peu, je voulais qu'on aborde ce sujet parce que le climat et le changement et le dérèglement climatique a un impact aujourd'hui, et les challenges qu'on est en train de rencontrer risquent d'être encore plus importants dans les années à venir. L'action d'OCP en particulier sur la structuration des chaînes de valeur, donc on a compris que travailler sur les engrais n'était pas suffisant, surtout sur un marché qui doit se développer encore aujourd'hui.
Donc, on fait des partenariats avec des producteurs de semences, on fait des partenariats avec des producteurs de produits phytosanitaires également, mais on essaie aussi d'apporter une solution plus holistique, avec une approche, on va dire, chaîne de valeur agricole, où on essaie de mettre autour des fermiers et des organisations de fermiers un écosystème qui lui permet d'avoir accès à tous les produits et les services de bonne qualité. Et notre ambition était de prouver que si le fermier a accès à des bons produits de qualité, parce que ce n'est pas toujours le cas aussi, on n'en parle pas assez, mais on a aussi des problèmes de sécuriser, que ce soit des engrais ou de semences qui soient de qualité utilisés correctement, mais aussi accès à du financement, accès à de la formation tout au long de l'année. Mais comment est-ce qu'on arrive à sécuriser ça? Si on a un marché, le fermier est un agent économique rationnel. Il ne va pas investir dans une ferme s'il n'y a pas d'intérêt ou s'il n'y a pas un marché où il peut écouler, on va dire, son surplus de production. Donc, je pense que c'est très important aussi de penser un peu plus en chaîne de valeur, de sécuriser les marchés d'abord et de lier le fermier à ce marché. Grâce à ce marché qui est sécurisé, on a un collatéral. On est parti voir des institutions de microfinance pour pouvoir donner accès aux fermiers au crédit. Grâce à ces crédits, ils ont pu avoir accès à des packages de produits. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous l'AgriBooster. Donc, c'est un programme qu'on a lancé il y a 3 ans aujourd'hui. Depuis qu'il a été lancé, on a pu bénéficier de près de 600 000 fermiers sur plusieurs pays africains. Et le fait d'avoir, donc OCP pour l'engrais, mais aussi les autres acteurs, d'avoir les institutions financières autour de la table, d'avoir les agrégateurs et les off-takers autour de la table également, et de pouvoir essayer de monter ensemble cet écosystème, on a des augmentations de rendement spectaculaires dans certains pays, jusqu'à plus de 100% pour le riz ou pour le maïs, parce que le fermier, quand on l'accompagne et qu'on l'aide, et tous les acteurs de la chaîne de valeur en bénéficient. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'argent qui est perdu, c'est un investissement, mais c'est un investissement à plus long terme. Et je pense qu'il faudrait aussi favoriser de plus en plus ce type de partenariat privé-public, parce que le problématique qu'on est en train de régler est une problématique qui nous dépasse tous et qu'on a besoin aussi de faire des partenariats pour essayer de résoudre ensemble ce problème. Donc, c'était un petit peu ma petite contribution. Merci infiniment, très chère Madame Aditi, très belle contribution. Nous retournons maintenant chez Dr Kombozi pour revenir donc à notre paysannerie que vous connaissez très bien, donc à partir de vos analyses. Et ça m'amène en fait à évoquer la question du numérique appliqué donc à notre évolution agricole. Il va falloir faire avec. Et aujourd'hui, l'agritech a pris justement un essor incroyable et nous permet justement d'œuvrer de plus en plus pour l'émergence de notre agriculture. J'aimerais savoir si en RDC, avec justement les groupes avec lesquels vous travaillez, vous avez intégré le numérique comme étant un outil incontournable pour relever le défi de notre transformation agricole. Oui, madame, merci pour la parole encore une fois. Je voulais peut-être relativiser un peu les propos de notre collègue du Gabon qui indexe le pessimisme que nous avons juste là montré dans nos interventions. Moi, je crois que ce n'est pas du pessimisme, c'est de la réalité que nous voulons bien étaler. Il ne faut pas que nous se voient la face. Hein? On parle de la compétitivité entre la production locale et les importations. C'est comme si nous mettons en face deux armées qui sont malheureusement pas de la même, qui n'ont pas malheureusement les mêmes armes. Voyez? De l'autre côté, les importations, ce sont des produits subventionnés. Voyez? Tandis que les importations locales sont des produits qui sont, disons, arrivés sur le marché par les efforts personnels des individus, par les efforts personnels des paysans. Alors, vous comprendrez que le paysan qui est en face non seulement d'un produit subventionné et de grandes quantités, par rapport à sa production, il va vouloir se décourager et s'effacer, tout simplement parce qu'il n'est pas compétitif, justement. Quand il aura fait son prix de revient, il se retrouvera que son petit poulet de 1,5 kg va coûter 2 fois plus que le poulet subventionné qui nous arrive de l'autre côté. Alors, moi, je crois, pour pouvoir, disons, résoudre en moitié ou partiellement ces problèmes, nous pouvons pouvoir créer un fonds
de développement de l'agriculture. Nous voulons bien que nous puissions accepter les importations qui nous arrivent de partout, même de produits de faible qualité organoleptique, mais au moins que nous puissions aussi tirer profit de ces importations-là. Si nous arrivons à bien taxer les importations qui nous arrivent et que ces fonds-là soient canalisés, pas dans la caisse de guichet unique, mais au moins dans un fonds spécial pour le développement de l'agriculture, on va opposer un peu, tant soit peu, cette production subventionnée de l'autre côté par les moyens qu'on pourra mettre à la disposition du paysanat. Si ces fonds-là pourraient servir un jour à donner l'occasion aux paysans de pouvoir se procurer facilement sa houe, de pouvoir se procurer facilement la semence, de pouvoir organiser les transports de son produit vers les points de consommation, moi je crois que par moment, nous pouvons arriver à rétablir l'équilibre et à diminuer les importations que nous subissons aujourd'hui. Alors, je crois que je ne serai pas tellement traîné dans cet aspect-là, mais je maintiens ma position pour dire qu'on ne peut pas inventer la roue. La politique coloniale a réussi. Si nous pouvons reprendre un peu ce qui est de bon dans cette politique-là, pendant que nous étions très peu nombreux, pour pouvoir l'adapter à la situation actuelle où nous sommes très nombreux. Dans les temps, les paysans n'étaient pas instruits. Aujourd'hui, nous avons des paysans intellectuels. Hein, le docteur l'a dit qu'il y a ces jeunes gens-là qui sont des diplômés, qui sont malheureusement convertis à autre chose. Mais si on leur donne l'occasion de s'exprimer, ils peuvent bien rentrer dans les milieux ruraux parce qu'à côté des bassins de production, ils peuvent contacter un financement, parce qu'à côté des bassins de production, ils peuvent développer une activité dans la sécurité alimentaire. Je ne vous rends rien. La sécurité alimentaire repose sur 4 piliers. Il y a la production, la productivité, l'accessibilité et la commercialisation. Si nos jeunes sont formés chacun dans une de ces orientations et installés autour de grandes agglomérations, des bassins de production, je crois qu'on peut commencer à avoir un autre aspect de développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse en milieu rural et diminuer un peu l'exode rural qui fait que les jeunes quittent les milieux ruraux pour la ville, pour des travaux de seconde main, alors qu'ils seront totalement utiles à côté des vieillards qui sont au village, qui n'arrivent plus à faire même un demi-hectare de production. Eux, ils peuvent faire 5, 10, si les moyens leur sont donnés, si les moyens leur sont mis à disposition. Oui, merci infiniment, docteur Gabriel Kombouzi, mais j'insiste sur la question de l'agritech, le numérique. Est-ce une réalité au niveau de la RDC en ce qui concerne la paysannerie? Avez-vous intégré le numérique dans vos politiques comme étant un outil justement permettant aux uns et aux autres d'impulser une dynamique favorable à l'émergence du secteur? Oui, exactement. La numérique n'est pas une option à écarter. C'est tout à fait normal que quand le jeune est formé, il faut qu'il soit formé totalement. Que quand il sort de cette formation, il peut de pouvoir maîtrise et de pouvoir l'amener à des résultats qui sont palpables, qui sont attendus par les efforts qu'ils ont fournis. On a du mal à vous. Merci infiniment, docteur. Vous m'entendez? Merci infiniment. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais donner la parole à M. Luc Kamto du côté du Cameroun, qui souhaite intervenir justement pour apporter une contribution à notre débat. Êtes-vous là, M. Luc Kamto? Dans ce cas, activez votre micro ainsi que votre caméra, s'il vous plaît. Vous avez la parole par rapport à votre éclaircissement. Monsieur Kamto? Alors, M. Kamto ne répond pas. Nous retournons chez Dr Yankam. Mais avant cela, je voudrais rassurer Dr Gabriel Kombouzi sur justement la note optimiste du secrétaire général du ministère de l'Agriculture du Gabon. Je pense qu'il a souhaité mettre l'accent sur ce qui est fait actuellement pour un changement positif. Justement,
de la donne au niveau de l'Afrique centrale. Je pense qu'il est conscient effectivement de l'historique. Pour lui, il faut aller de l'avant et c'est vrai que le Gabon fait un travail énorme en la matière, aussi bien au niveau de la paysannerie qu'au niveau des jeunes et c'est important de saluer. Mais je pense que nous sommes dans le même bateau et nous parlons justement la même voix et c'est important de le souligner également. Donc, je retourne donc chez Dr Yankam Njonou, voilà, donc pour évoquer, pour continuer justement sur la donne donc relevée par Madame Adjiti en ce qui concerne le renouvellement de notre comment dirais-je, des acteurs, notamment au niveau rural. Quelle stratégie justement pour amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture? Je pense qu'il faut des campagnes de sensibilisation pour expliquer à tous que l'agriculture aujourd'hui, c'est pas simplement le petit producteur, c'est pas simplement la production. L'agriculture, c'est vous, c'est moi, c'est la transformation, c'est la recherche, c'est un certain nombre justement de pôles pas toujours exploité jusque-là. Au niveau du Cameroun, pouvez-vous nous éclairer justement sur ce qui est fait en matière de sensibilisation pour amener les uns et les autres justement à porter leur pierre à l'édifice d'une part, et par rapport à ce point de gouvernance qui a été évoqué, que faire? Quelles sont vos suggestions? Merci Charlotte, c'est très intéressant, mais permettez-moi vraiment de revenir 2 secondes en arrière pour insister sur le fait que, en réalité, si nous voulons sortir de là où nous sommes, il faut faire des constats à froid. Vraiment, ce n'est pas le lieu ici, dans les échanges de haut niveau, de se voiler la face. Les problèmes sont là. Si nous ne les identifions pas et les analysions, on ne peut pas trouver des solutions. Et on va encore faire 30 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer la sécurité alimentaire et on dépendra toujours de l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose par rapport aux importations. Non, c'est vrai, on peut protéger les industries naissantes, n'est-ce pas, en conformité avec les engagements pris au niveau de l'OMC. Ça, c'est très important. Les pays africains ont signé les accords de partenariat économique. Mais les accords de partenariat économique consistent au démantèlement des barrières tarifaires. Donc, ça veut dire que nos marchés, vraiment qui ne sont pas encore suffisamment développés pour subir la concurrence des produits qui viennent de l'extérieur, nos marchés sont ouverts. Alors, face à une situation comme celle-là, nous avons quelques choix, c'est-à-dire que celui de développer des barrières non tarifaires, encore que nous n'avons même pas moyen d'aller, de supporter, n'est-ce pas, une guerre commerciale, nous n'avons pas moyen. Donc, le seul moyen qui nous reste, c'est celui de la production de masse. Si vous produisez en masse, avec des bonnes technologies, avec des facteurs de production comme des engrais adaptés et raisonnés, mais vous diminuez les coûts unitaires de production, sans compter, parce que l'idée ici, les produits ne sont pas hétérogènes. Hein. Ça veut dire que la patate que je produis au Cameroun, je peux avoir une patate qui vient d'ailleurs, mais si j'ai encouragé des gens à déguster et à être habitués de par leur préférence à la patate du Cameroun, je peux vendre ma patate. Donc, je pense que nous pouvons réfléchir sur des modèles comme ça en conformité avec les engagements que nous prenons. La question, c'est quand nous prenons les engagements, est-ce que nous avons étudié un seul instant l'impact de ces engagements sur notre secteur agricole? Et du coup, ça repose le problème des outils d'analyse des politiques agricoles. Nous ne pouvons pas prendre des engagements pour prendre des engagements. Nous prenons des engagements parce que nous voulons sauver, n'est-ce pas, cette masse populaire qui ne vit que de l'agriculture. 60 à 70% de Camerounais vivent de l'agriculture et vivent en milieu rural. Donc, c'est très important. Vous permettez maintenant que je vienne au numérique? Non, ça c'est inévitable, quel que soit le secteur aujourd'hui. Si vous n'avez pas pensé au numérique, mais vous êtes en arrière de tout. Donc aujourd'hui au Cameroun, par exemple, il y a des applications qu'ils ont mises en place pour pouvoir identifier les maladies et les ravageurs et trouver des solutions immédiatement et pouvoir lutter contre eux. En matière d'information sur les marchés, mais plus de 80%
des acteurs ruraux disposent des portables sur lesquels on peut leur envoyer des informations sur le marché de tel ou de tel. À Douala, par exemple, aujourd'hui, le plantain coûte tel. Alors, si lui trouve qu'il peut, n'est-ce pas, transporter ses produits jusqu'à Douala, il va le faire. Mais, comme je le dis toujours, le numérique, il est bon, mais les infrastructures de communication, les infrastructures du marché, c'est encore mieux. Parce que si vous allez dépenser 4 fois le prix du transport pour faire 5 km, mais vous ne pourrez jamais être compétitif. Donc, je crois que nous devons voir dans nos systèmes qu'est-ce que nous devons toucher en priorité. Et je crois que les infrastructures que vous avez évoquées, n'est-ce pas, restent des choses importantes. Maintenant, au niveau de la jeunesse, je crois que dans ma dernière intervention, je vous ai un peu donné le modèle qu'a mis en place le Cameroun pour pouvoir inciter les jeunes, n'est-ce pas, à s'intéresser à l'agriculture. Mais la grosse contrainte aujourd'hui est celui du volume de financement. Jusqu'aujourd'hui, le Cameroun a accompagné plus de 10 000, 20 000 jeunes à pouvoir s'installer. Mais c'est les installations sur combien sur quelle superficie? Si vous avez des petites superficies qui sont éparses à l'intérieur du pays, ça devient difficile parce que les coûts de production deviennent difficiles et que les coûts de transaction deviennent difficiles. Moi, je pense qu'au-delà de ces programmes, il faut pouvoir identifier vraiment des espaces, de larges espaces sur lesquels on va pouvoir installer les jeunes. Ça se fait aujourd'hui avec ce que nous appelons le programme d'appui à l'installation des jeunes, mais ça reste toujours des petites superficies. On ne peut pas faire de l'agriculture de masse avec des superficies aussi petites. Je suis d'accord, je suis très d'accord que pour faire la production de masse, il nous faut avoir accès à la technologie, à la bonne semence, il nous faut avoir accès. Mais il faut qu'on commence à comprendre que nous devons substituer le travail par le capital. C'est important. Si vous ne mécanisez pas votre activité, comment voulez-vous avoir des rendements que nous avons ailleurs? Nous avons le maïs au Cameroun. On fait 2 tonnes à l'hectare. Mais le maïs qui vient du Zimbabwe, il est à 8 tonnes à l'hectare. Celui qui vient de l'autre côté est à 12 tonnes à l'hectare. Quelle est la demande, n'est-ce pas, que nous voulons satisfaire à travers notre offre? C'est ça aussi qui est important. Madame parlait tantôt du maïs qui n'était pas adapté à l'alimentation de la volaille. Mais si nous avons un marché des provendiers, si nous pouvons approvisionner les provendiers, il faut bien qu'on sache quelle est la variété de maïs qui est importante pour pouvoir leur permettre de faire des bénéfices. Et ça, ce sont des questions de politique agricole. On revient là-dessus, et c'est pourquoi je vous ai dit, la politique agricole n'est pas seulement concentrée sur le maillon de la production. Non, une politique agricole doit balayer l'ensemble de la chaîne de valeur. Et nous avons un manque de coordination de nos politiques parce que ceux qui décident des prix, par exemple au Cameroun, c'est le ministère du Commerce. Et celui qui décide de la production, c'est le ministère de l'Agriculture. Mais comment le ministère de l'Agriculture peut-il influencer sur les prix ou sur les instruments? Il faut qu'il écrive au ministère des Finances, que le ministère des Finances mette cela dans la loi de finances. Mais entre-temps, ce sont des instruments qui permettent de réagir immédiatement au choc. Donc moi, je pense que nous revenons là, le cœur du problème ici, c'est celui de la politique agricole. La politique agricole qui doit être large, la politique agricole qui doit couvrir l'ensemble, n'est-ce pas, de la chaîne de valeur et non pas rester uniquement sur la production. Mais pour cela, nous ne demandons pas que le ministre de l'Agriculture gère l'ensemble de la chaîne de valeur, mais il faut une coordination importante pour que la politique agricole telle que libellée, mais soit le fait, n'est-ce pas, d'une fédération, d'une synergie entre les différentes institutions qui s'occupent de l'agriculture. Madame, si vous n'avez pas formé des banquiers, comment voulez-vous des banquiers spécialisés dans le financement du secteur agricole? Comment voulez-vous faire développer l'agriculture? Ça va être difficile parce que, comme je l'ai dit, les banques commerciales ne peuvent pas financer l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur extrêmement risqué. Et quand on est dans les environnements comme ça, où les bassins de production sont complètement enclavés, comment faire pour les sortir de là? Moi, je pense que c'est des questions de politique. Et on peut réussir, mais pour réussir, il faut faire un bon diagnostic.
une fois de plus, ce n'est pas du pessimisme, c'est de se regarder dans la glace et comprendre que oui, moi j'ai une blessure à la joue et se dire d'où vient cette blessure et comment je peux faire pour éviter cette blessure demain. Ce n'est pas du pessimisme, c'est simplement qu'il faut que nous prenions en main la réalité des choses. Et tant que nous n'aurons pas pris la réalité des choses, on n'avancera pas. Vous m'avez peut-être interrompu tout de suite quand je parlais de la zone de libre-échange africain. Mais moi, je vous dis, pourquoi vous voulez aller dans une intégration régionale quand au niveau de la sous-région, vous ne pouvez pas vous intégrer? Comment? Quand je pars du Cameroun pour aller au Congo-Kinshasa, je passe par où? Je passe par où? Je dois prendre de l'avion. Il n'y a pas la route. Ouesso Saint-Mélima, c'est où? Ce n'est pas achevé. Or, le transport de masse, c'est un transport qui se fait par route et par voie ferroviaire et par voie maritime. Est-ce que nos fleuves sont même navigables? Est-ce qu'on a pris des dispositions pour le faire? Ça, c'est autant de choses. Si vous voulez exporter seulement à travers la voie aérienne, ça devient cher et vous n'êtes pas compétitif sur le marché. Donc, voilà un peu ma contribution comme ça, de manière ramassée. Je sais que ce n'est pas facile, mais les débats comme ceux-ci, c'est des débats qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir toucher du doigt de la réalité et voir ensemble comment sortir de là-bas sans accuser ni un ni autre. Le Cameroun aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui a des ressources humaines importantes, spécialisées dans différents domaines. Il faut seulement, à mon avis, jouer la bonne musique pour que tout le monde se mette au travail pour qu'on s'en sorte. Mais il faut des infrastructures. De transport. Il faut qu'on puisse transporter dans les bateaux pour amener au Congo-Kinshasa. Où sont ces bateaux? Les bateaux, là, c'est les bateaux qui viennent de l'extérieur. Où sont les voies ferroviaires? Nous n'en avons pas. Où sont les routes? Nous n'en avons pas. Si vous transportez une marchandise en 10 heures, alors qu'elle devait être transportée en 1 heure, surtout que certains produits agricoles sont périssables, mais vous arrivez à destination avec des produits qui ne respectent plus les normes. Et parce qu'ils ne respectent plus les normes, vous n'êtes pas compétitif. Donc ça, c'est la réalité de l'Afrique et il ne faut pas la contourner. Merci, Ma. Merci infiniment, Dr. Yaokam, pour cet excellent plaidoyer qui vient du cœur, on le sent. Je remercie et je réitère mon propos quant à la synergie collaborative dont nous faisons tous l'objet pour faire avancer le secteur. Mais c'est très bien, effectivement, de poser ce constat-là parce c'est vrai qu'il fait mal. Mais c'est ça la réalité. De l'autre côté, je pense que le secrétaire général, comme je l'ai dit tantôt, lui a posé les solutions qui sont mises en œuvre pour effectivement sortir de cette réalité et aller vers justement un autre visage de notre agriculture. Avant de passer la parole à Madame Sanae Mehdi, de AgroSoc Consulting, je pense, je voudrais quand même signaler que certains pays font le pari justement de l'interdiction des importations massives pour certaines spéculations. Je veux citer par exemple le Sénégal. Malheureusement, Dr Moussa Seck, qui était censé être avec nous, ne pourra pas être des nôtres du fait de son agenda. Mais le Sénégal a mis en place une politique de protection de ces marchés en période de récolte de la spéculation oignon qui a permis justement aux producteurs de cette filière de voir leurs revenus augmenter et de développer de manière structurelle leurs activités. Je crois que ce modèle peut être suivi par les autres États. Effectivement, je rejoins Dr Yankam quand vous parlez de politique agricole nécessaire pour l'avancée du secteur et je pense que nous l'avons tous souligné. Je vais demander à Madame Sanae Mehdi d'activer son micro pour nous faire part de sa contribution. Si vous êtes avec nous, pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Bonjour, j'arrive pas à... Ah voilà, bonjour. Bonjour, Madame Sanae. Vous pouvez activer votre vidéo également, s'il vous plaît? Je n'ai pas la main. D'accord, c'est pas grave. J'ai pas la main. Nous vous Je ne sais écoutons pas pourquoi, mais j'ai pas la main contribution. pour activer ma vidéo. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie infiniment. Et voilà, donc je félicite les organisateurs, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général.
Ma question, je suis Sana Mehdi, j'ai un cabinet consultante ingénieur agronome, donc depuis 2000, je suis dans le secteur agricole depuis 1995, lauréat de l'IAV Hassan II. Voilà, donc j'ai vécu dans l'agriculture et sincèrement, heureusement pour le Maroc, depuis 2008, grâce au plan Maroc vert, les notions de chaîne de valeur, l'analyse de la chaîne de valeur a été vraiment étudiée dans les 16 régions du Maroc dans le temps. Donc, la notion, l'approche filière a été vraiment bien étudiée, heureusement. Et il y avait également deux piliers, pilier 1 et pilier 2. Ce qui a permis, le pilier 1, c'est les grands investissements, le pilier 2, c'est les petits agriculteurs. Et au niveau des petits agriculteurs, on a vraiment encouragé les produits de terroir et par cet encouragement-là, on a incité les jeunes à investir, à s'investir dans l'agriculture depuis de l'amont à l'aval de la filière. Donc, depuis l'approvisionnement en semences, les pesticides, tout ça, la production, la valorisation également, la commercialisation. Les grands investissements également, donc on a attiré les investisseurs à investir dans le secteur agricole. Donc ça, c'était une très, très bonne chose. Maintenant, avec le Génération Green, on a pu corriger un peu le plan Maroc vert en incitant beaucoup sur le côté commercialisation, valorisation et également le capital humain et notamment le conseil agricole. Donc, justement, dans ce cadre-là, du moment que j'ai participé modestement dans l'élaboration des stratégies et d'assistance technique des coopératives agricoles. Et le vrai problème, c'est la commercialisation et l'exportation. J'aimerais savoir, ces pays d'Afrique, est-ce qu'ils sont acheteurs ou bien est-ce que nos produits de terroir sont compétitifs et voulus dans ces pays d'Afrique centrale? Deuxième question. Merci. Allez-y, Madame Mehdi, nous n'avons plus beaucoup de temps. Allez-y rapidement pour votre seconde question. Voilà, il y a la seconde question, c'est est-ce que le consultant agricole a sa place également du moment qu'il a une expérience dans le domaine de conseil, de consulting? Est-ce qu'il a sa place au niveau de ces pays d'Afrique? Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Madame. Le temps, voilà, merci, Madame Sanaé. Alors, qui souhaite répondre à Madame Sanaé Mehdi parmi vous? Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc une réponse assez rapide et un mot de conclusion pour justement terminer notre belle discussion. Docteur Yankam, allez-y. Oui, donc je peux prendre la parole, n'est-ce pas, pour déjà féliciter, n'est-ce pas, Madame, pour ces questions, mais surtout lui dire que je connais un peu bien, en tant qu'analyste des politiques agricoles, je connais un peu bien l'opération Maroc vert avec tous ces effets, n'est-ce pas, positifs que nous avons pu analyser. Pour ce qui est de la première question, c'est-à-dire est-ce que les produits marocains sont compétitifs? On ne peut pas parler de compétitivité comme ça, n'est-ce pas? Il y a des analyses qui doivent être faites pour savoir si les produits marocains sont compétitifs. Encore faut-il qu'ils soient des produits substituts, des produits locaux. Donc, il y a toute une démarche, n'est-ce pas, qui peut être faite. Et pour le moment, je crois que nous n'avons pas encore fait cette démarche ici. La théorie des avantages comparatifs, n'est-ce pas, peut bien nous aider pour cela. Mais pour ce qui est du consultant agricole, non, le consultant agricole a sa place dans le secteur agricole africain. Je pense qu'il y a un problème important de gouvernance parce que nous avons aujourd'hui dans les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est l'État qui essaie de gérer le secteur agricole. Et le secteur privé n'est pas encore, en tout cas, quand je parle de secteur privé, je veux parler des agro-industries parce que les petits planteurs, ils constituent le secteur privé, mais
c'est des acteurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore suffisamment de force pour pouvoir s'imposer par eux-mêmes. Donc, pour le moment, c'est l'État qui gère encore un peu tout. Et du coup, le consultant agricole ne se voit pas parfois important dans ce secteur. Mais je dois vous dire qu'au Cameroun, il y a des appels d'offres, n'est-ce pas, qui sont lancés pour le recrutement des consultants dans des domaines précis, dans le conseil agricole. Mais ce n'est pas un marché qui est encore florissant, florissant. Et je dois dire que si nous parvenons à développer davantage notre système, l'État ne pourra plus être capable, n'est-ce pas, de gérer l'ensemble. Et du coup, où forcément, la place du consultant agricole, n'est-ce pas, pourra se dessiner. C'est des modèles que nous sommes en train de penser au Cameroun, surtout en matière de conseil agricole. Nous l'avons fait pour les incubateurs. Je vous parlais des privés qui, n'est-ce pas, ont signé un contrat avec l'État pour pouvoir incuber les jeunes suivant, n'est-ce pas, une formule bien précise. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se développer et qui aujourd'hui existe déjà au niveau de nos pays et qui va davantage, n'est-ce pas, se développer. Merci. Vous êtes en mute, Charlotte. Madame, s'il vous plaît. Toutes mes excuses à tous les panélistes et à tous les participants. Alors, je disais Charlotte, tout simplement que… Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends depuis le Gabon. Voilà. Donc, je remercie le docteur Yonkam pour sa participation à cette excellente discussion. Je voulais également vous rassurer, docteur, ainsi que tous les participants sur le caractère crescendo de la demande en ce qui concerne le consulting en matière agricole et agroalimentaire. C'est une tendance vraiment que l'on peut observer aujourd'hui, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest et même ailleurs. Pourquoi? Parce que cette Afrique-là, c'est un marché colossal pour tous. Cette Afrique-là, c'est 2 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et moi, je voudrais appuyer également sur la SLECA. C'est quand même 1 milliard et 200 millions de consommateurs. Et malgré les diverses pénuries que nous pouvons observer en matière d'infrastructures, d'accompagnement et autres, il était temps, en tout cas, de penser comme ça et d'y aller ensemble. Et vraiment, restons sur cette note d'espoir. Madame Charlotte. Et n'attendons pas forcément que l'État fasse les choses. Madame Charlotte. Oui. Alors, je ne sais pas qui me parle. Du Gabon. Je termine juste. C'est le représentant du Gabon qui parle. Oui, voilà. Oui. Allez. D'accord. Alors, Monsieur Ngoué, c'est ça? Oui, c'est Monsieur Ndong qui est là la parole. Monsieur Ndong, mais je voudrais juste… je vais vous donner la parole tout à l'heure. OK. Je vous donne la parole juste après mon propos. Voilà, c'était tout simplement pour dire qu'il est important de rester sur cette note d'espoir. Nous sommes en pleine révolution, les choses se font. Et je pense que justement, c'est sur cette terre-là que voulait vous amener le secrétaire général du ministère du Gabon, donc Monsieur Ndong, à qui je passe la parole, avant de la passer ensuite à Dr Kombouzi et Madame Adjiti. À vous, Monsieur le secrétaire général. Oui, merci. Je ne vais pas dire le mot d'espoir, puisque j'ai la chance, nous avons tous la chance d'avoir l'invité d'honneur avec nous, le ministre Bienvenu Manga Moussavou qui vient d'arriver. Et donc, je vais lui laisser la parole pour vous traduire effectivement les sentiments des gouvernements africains. Merci infiniment. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour à tous et vraiment désolé de ne pas avoir pu me joindre à vous plus tôt. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est extrêmement important parce qu'il touche à la transformation réelle de nos économies, surtout pour les pays comme les nôtres, qui sont des pays, comme le disait mon directeur de cabinet tout à l'heure, qui sont des pays dont l'économie était essentiellement basée sur une seule ressource, je veux dire les ressources pétrolières. Aujourd'hui, nous nous rendons bien compte qu'il y a une conjonction d'événements. Je voudrais rappeler la baisse des cours des matières premières,
Je voudrais rappeler aujourd'hui la situation de Covid-19. Et je voudrais rappeler aussi un phénomène que beaucoup d'Africains peuvent peut-être minimiser. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, monsieur le ministre. Un phénomène que beaucoup d'Africains peuvent minimiser, c'est qu'aujourd'hui, dans l'approvisionnement international, nous sommes en concurrence avec des pays continents comme la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, un pays comme le Brésil, qui produit près de 3,5 millions de tonnes de viande, exporte à la fois vers l'Afrique et vers l'Inde et la Chine. Mais quand on voit l'évolution de la courbe de production agricole et l'évolution de la population de ces deux pays, l'Inde et la Chine, on se rend bien compte que sur le marché international, sur les grands producteurs que sont le Brésil et que sont l'Argentine, il va s'exercer une pression telle que dans les approvisionnements, ça risque de se faire largement au détriment de l'Afrique. Ça veut dire que au moment où nous constituons la zone de libre-échange continentale, où nos chefs d'État sont engagés dans la constitution de cette zone, nous devons nous consacrer sur ce marché africain et donc augmenter notre production pour déjà être autosuffisant et augmenter les échanges entre nous. Maintenant, l'agriculture aujourd'hui, dans l'approche qui est celle du gouvernement gabonais et qui, je pense, est celle de plusieurs gouvernements, je prends l'exemple du Maroc, du Cameroun et du Sénégal et j'en passe, c'est vraiment de se dire qu'on va faire reposer notre agriculture sur des fondamentaux. L'agriculture spontanée doit désormais être oubliée. On doit se baser sur des fondamentaux et ces fondamentaux, je vais prendre deux types d'illustrations. Par exemple, aujourd'hui, si on veut faire de l'élevage, on est obligé de tenir compte de l'environnement. Si on est dans un environnement de forêt comme au Gabon, où il y a la mouche tsetse, on va savoir que nos bovins vont être attaqués. Donc, il faut vraiment renforcer des questions comme l'encadrement vétérinaire avec des lois qui permettent aux vétérinaires de se déployer et d'assister les producteurs. Pour commencer à faire nous-mêmes de la génétique pour renforcer les espèces, s'occuper de l'alimentation. Est-ce qu'on peut toujours, dans nos contextes, faire de l'élevage extensif alors qu'on doit préférer l'intensif qui nous permet d'avoir des meilleurs rendements, mettre des structures de transformation, d'abattage et gérer nous-mêmes les canaux de commercialisation. Le même exemple sur l'agriculture, désormais avoir des terres cadastrées, désormais avoir le souci que ces terres agricoles soient accessibles, faire en sorte que nous ayons des personnes formées, mais surtout que nous ayons une agriculture mécanisée et accès à des semences de qualité, des semences à haut rendement. Donc, l'agriculture d'aujourd'hui, donc l'agriculture de demain, c'est une agriculture scientifique qui tient compte de l'homme, qui met l'homme au centre, mais qui met aussi le résultat et vraiment la méthode en avant. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous essayons de faire à la lumière de l'ensemble des programmes que nous avons lancés et où nous avons pu nous rendre compte des difficultés auxquelles nous avons été confrontés et surtout, c'est à la lumière des défis qui sont les nôtres dans un souci de devoir changer de paradigme, c'est-à-dire de ne plus dépendre de nos importations. Nous avons un objectif, celui de réduire de 50% nos importations, de créer des emplois dans le secteur agricole, tout comme dans le secteur de l'élevage ou le secteur de la pêche. Nous avons un grand potentiel. Donc, l'heure est plutôt favorable, je pense, pour l'agriculture. C'est un moment de prise de conscience pour le continent. C'est un moment où, au niveau des formations, du type de formation qui sont dispensées aux jeunes, nous pensons à faire en sorte de faire une adéquation formation-emploi. Et je pense qu'on devrait se donner rendez-vous dans 24 mois, dans 12 mois, pour voir les progrès qui ont été réalisés au fur et à mesure par l'Afrique. Pour terminer, je voudrais dire qu'il y a une initiative qui est l'initiative PDDAA, le programme détaillé de développement d'agriculture en Afrique, qui établit une notation de chaque pays sur des critères comme l'accès au financement, l'accès à la terre, l'accès à la semence, des critères comme la formation, les efforts faits en faveur des femmes, d'entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole et la part que le budget de l'État consacre au financement de l'agriculture. Je pense qu'on a là un moyen de voir comment les pays africains évoluent. Le Gabon, lors de la première revue biennale, était à 2,9 sur 10.
Lors de la dernière revue, nous étions à 4 sur 10 et nous estimons que la prochaine fois, nous devrions être à 7 ou à 8 sur 10 avec tous les efforts qui sont faits. Désormais, nous avons fait en sorte que les Gabonais puissent avoir accès à des terres cadastrées, dans le cadre des zones agricoles à forte productivité, où nous voulons réaliser l'agrégation. Nous avons réformé notre système de formation en mettant en place des certificats de formation professionnelle en technique agricole sur les sites des exploitations. Il y a tout un écosystème que nous sommes en train de constituer et je pense que tous les pays africains font le même effort. Maintenant, pour la conclusion des conclusions, vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que c'est aussi le moment pour nous, dans nos sous-régions, de tenir compte de nos avantages comparatifs. Je veux dire, le Gabon et le Cameroun, quand vous prenez le Gabon, actuellement, nous avons 6500 têtes de bovins. Quand le Cameroun a plus de 10 millions de têtes et le Tchad a également plus de 11 millions de têtes. Il y a donc des synergies à créer dans ces filières-là entre les pays, plutôt que nous nous engagions tous finalement dans les mêmes voies sans finalement que nous ne justifions dans les faits la nécessité d'être en communauté économique et monétaire. Donc, je pense que ça fait partie des choses que nous devons creuser. Nous sommes en train d'avancer dans ces sens-là, dans le cadre de la CEMAC, dans le cadre de la CEAC, qui vient d'être réformée. Je voudrais encore une fois vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021. Vous remercier d'avoir eu la patience d'écouter mon laïus qui était un tout petit peu long. Je m'en excuse. Une toute petite question, Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir. Vous êtes un ancien financier, vous êtes un financier et le financement est une question cruciale pour l'émergence du secteur. Alors, vous, au niveau du Gabon, quelles sont les préconisations, quelles sont les stratégies que vous avez mises en œuvre pour justement amener le secteur bancaire à mieux financer justement donc, le secteur agricole et agroalimentaire? Nous avons vu également faire un plaidoyer au niveau de la FAO en faveur d'un meilleur financement de nos agricultures. Pouvez-vous nous donner peut-être une note d'espoir à ce sujet également? Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question, Charlotte. La démarche qui est la nôtre au niveau du gouvernement gabonais, c'est de donner une existence réelle à l'agriculteur en l'identifiant, en lui donnant un statut, en lui donnant un agrément. Donc, ça permet de savoir qui est l'agriculteur, d'avoir une vraie, je dirais, existence réelle, légale de l'agriculteur. De cette existence légale, on a également, en plus de cette existence légale, nous avons également travaillé à lui donner une terre, à lui donner finalement une localisation pour qu'il puisse avoir aussi du foncier. Une fois que ce foncier est formalisé, ça permet donc aux banquiers d'entrer d'intervenir dans un écosystème où il sait qu'il y a quelqu'un qui existe. Non seulement il existe, il est connu du ministère, mais en plus, il a des terres. Ensuite, il a accès à des semences de qualité, il a accès à une intégration dans une chaîne de valeur qui donne finalement une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension aux financiers lorsqu'il s'agit pour lui de prendre des risques. Donc, à côté de ça, bien sûr, la formation de l'agriculteur, parce qu'il peut exister, avoir des terres, mais ne pas être formé. Donc, lui rajouter de la formation et surtout faire en sorte que intégré dans un écosystème, il est vraiment des débouchés de sa production. Donc, l'intervention du banquier intervient dans des conditions qui sont relativement encadrées. Et bien entendu, ça ne nous dispense pas de monter un fonds de développement de l'agriculture rurale pour apporter des soutiens au secteur agricole quand c'est nécessaire. Mais c'est toujours nécessaire de toute façon. Et on a par ailleurs un code agricole qui accorde un certain nombre d'avantages, des exonérations sur des importations de matériel, sur certaines démarches, et des exemptions d'impôts quand c'est nécessaire. Donc, il y a tout un écosystème que nous sommes en train de renforcer, qui existe, que nous sommes en train de renforcer l'identification des agriculteurs dans le cadre du recensement général de l'agriculture que nous avons lancé en 2018, et qui nous donnera ses conclusions en février de ce mois, de cette année, pour encore améliorer les politiques publiques que nous faisons en faveur
que nous mettons en œuvre en faveur des agriculteurs. Et puis le dernier point, oui, vraiment dernier. Voilà, c'est pas parce qu'on est banquier qu'on comprend l'agriculture. Donc il faut aussi former les banquiers à comprendre le fonctionnement de l'agriculture, à comprendre le rythme de fonctionnement de l'agriculture, à comprendre la saisonnalité. C'est l'un des projets que nous allons développer en 2021 dans le cadre d'un agri-desk dans les banques, former les banquiers à comprendre. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le ministre Biendi Maganga Moussabou. Bravo pour vos efforts en faveur justement de l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire au Gabon et dans la sous-région. Nous vous retrouverons certainement lors du Africa Agri-Forum, votre équipe et vous. Je vais maintenant aller du côté de la RDC. À bientôt. Je vais aller du côté de la RDC. Donc, docteur Kombouzi, vous avez le mot de la fin avant de passer la parole à notre chère Khadija, à qui nous disons merci pour l'écart qu'elle a bien voulu nous accorder en termes de temps. À vous, docteur Kombouzi. Le mot de la fin. S'il vous plaît. Oui, le mot de la fin, Madame Charlotte. Je crois qu'il est simple. Vous pouvez désactiver les micros du côté du Gabon, s'il vous plaît. Merci. Docteur Gabriel Kombouzi, à vous. Une heure, oui. Plus d'une heure dans une discussion. Vraiment, il vaut la peine. Oui. Je disais que pour ce qui est du mot de la fin, je voudrais peut-être vous rappeler que les discussions que nous avons faites jusque-là sont des discussions, apparemment pour moi, qui sont qui devraient être menées dans le temps normal des choses. Nous avons un peu oublié, oublié la période où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en période. Le micro, s'il vous plaît. Vous voyez, nous sommes en... Votre micro, s'il vous plaît. Je disais que. Merci. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, ça passe mieux. Ça va? Oui. Oui, je disais que tout à l'heure, jusque-là, nous avons parlé comme si nous étions en temps normal de développement, de recherche-développement de l'agriculture dans la sous-région. Alors que nous avons un peu mis de côté le sujet. La première question que vous avez bien voulu nous communiquer, c'est celle de trouver les enjeux pour préserver la sécurité alimentaire dans l'ère post-Covid. Nous sommes pendant la période de post-Covid. Moi, je crois que pour ce qui est des mots de la fin pour la RDC, j'insiste pour que maintenant, là, il faut qu'on puisse prioriser les activités pour pouvoir faire face à cette période-là de post-Covid. L'agriculture a plusieurs secteurs. Nous avons les cultures maraîchères, les cultures vivrières, les cultures pérennes, la pêche, la pisciculture, etc. Moi, je crois que pour ce qui est de la période post-Covid, j'insiste et je suis pragmatique pour dire que c'est une priorité qui puisse nous amener à résoudre ces problèmes-là dans l'immédiat. Et peut-être plus tard, on ne sait pas quand est-ce que nous pouvons nous libérer de cette période-là, que nous pouvons rentrer dans les programmations normales. Aujourd'hui, moi, je suis pour le choix des activités qui mènent à une production immédiate. Je prends par exemple la pisciculture. Vous savez, madame, en RDC, nous avons des lacs, nous avons des fleuves, nous avons des rivières, nous avons toutes sortes, n'est-ce pas, dans toutes les provinces. Je ne peux pas vous surprendre pour dire qu'une seule ferme piscicole peut aujourd'hui produire 30 000 tonnes de poissons par an. Une seule, avec peut-être 5 ou 10 cages flottantes. Vous voyez? Or, la consommation mensuelle de poissons chinchards que nous importons chaque jour, chaque mois, chaque année, la consommation mensuelle en RDC envisage et avoisine effectivement cette quantité-là, 30 000 tonnes. Et si aujourd'hui, nous pouvons installer rien que la pisciculture d'abord, que nous pouvons avoir le résultat dans 6 ou 12 mois de l'année, nous pouvons commencer déjà à faire face à cette difficulté-là qui nous guette aujourd'hui, la période de Covid. Je veux bien que nous puissions développer des programmes à court, à moyen et long terme, mais je préférerais plus prendre des programmes à très court terme pour pouvoir résorber les difficultés que nous avons aujourd'hui et pouvoir un jour penser à devenir compétitifs par rapport aux produits qui sont venus de l'extérieur.
Je voudrais peut-être placer un petit mot, le dernier, sur ce qui est des échanges commerciaux entre nos pays de la sous-région. Les échanges commerciaux, c'est-à-dire, moi, je produis telle quantité de produits, d'aliments, que je peux déverser dans un autre pays qui en a besoin. Mais aujourd'hui, la RDC, je vous le dis parce que je sais bien que nous n'avons presque rien à exposer dans ces rendez-vous-là. Des échanges commerciaux. Je ne vois pas pourquoi nous pouvons aujourd'hui développer en RDC des activités, des idées qui puissent aller vers ces échanges-là, hein, alors que nous avons encore un client de l'autosuffisance alimentaire au niveau national. Voilà un peu, madame, ce que je pouvais dire en dernier mot. Merci infiniment à vous, Dr Kombozi. Merci d'avoir été des nôtres pour cet excellent rendez-vous dédié justement donc à l'Afrique centrale face aux défis agricoles. Comme vous venez de le souligner, le challenge reste énorme avec justement cette fameuse sécurité alimentaire qu'il faut reconquérir, avec la question de la souveraineté alimentaire également, avec l'enjeu de l'attractivité du secteur, notamment pour notre jeunesse africaine, pour les femmes aussi, avec la question du financement qui a été évoqué, avec, disons-le, le défi de l'agritech, qui est tout aussi important, avec la nécessité d'aller vers de nouvelles techniques culturelles pour préserver l'environnement, avec aussi, Dr Yankam l'a très bien souligné, la nécessité et l'importance d'avoir des politiques agricoles efficaces pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce que le retard est énorme. Alors, je voudrais vous rappeler justement que nous nous retrouverons tous du côté de Yaoundé le 5 et le 6 avril 2021 dans le cadre du Africa Agri Forum, au cours duquel nous aborderons également toutes ces questions et tous ensemble, nous mettrons en place donc les éléments relatifs à cette synergie collaborative qui nous permettra de relever ce challenge. Je voudrais terminer par cette note, ce rappel du docteur Adesina de la Soron et son dans le domaine agricole et agroalimentaire. C'est un marché mondial. Et ça se passe en Afrique. Donc, continuons avec cette information et cette sensibilisation pour motiver le plus grand nombre. Docteur Yakam, je vous donne la parole, mais rapidement, hein, vraiment 30 secondes, juste pour dire au revoir peut-être. Oui, bon. Parce que là, nous sommes... Voilà. Merci Charlotte, vraiment il ne me reste plus qu'à vous remercier, hein. Je crois qu'on a fait le tour de la question et moi, vous savez, moi je vais tirer la couverture toujours de mon côté. Moi je suis expert en politique agricole et je vous dis que c'est important les politiques agricoles. Nous sommes, le docteur Kombozi a parlé de la période post-Covid, mais nos économies, nos agricultures n'ont pas pu réagir, n'est-ce pas, par anticipation à la pandémie 19, mais parce que nous n'avons pas des outils d'analyse des politiques agricoles qui nous permettent d'anticiper et d'avoir une vision prospective. Et du coup, bon, nous subissons le Covid. Excusez-moi de dire le Covid, j'aime mieux dire le Covid que la Covid. Nous, ce n'est pas que je suis macho. Nous n'avons plus beaucoup de temps, malheureusement, docteur Yankam. Nous sommes vraiment obligés de couper. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Nous en parlerons lors du AAF, Africa Agri Forum, donc 5 et 6 avril 2021 à Yaoundé. Merci à tous d'avoir été les nôtres. Je donne maintenant la parole à notre chère Khadija pour la fin justement de cette discussion. À vous, Khadija. Merci Charlotte pour cet échange et merci à l'ensemble des intervenants pour ce débat riche. Nous vous donnons rendez-vous à Yaoundé, comme déjà présenté par Charlotte, les 5 et 6 avril prochains pour la 7e édition de l'Africa Agri Forum. Et moi, je souhaiterais inviter Dr Yankam Rablé, autant que partenaire de cette édition et pays hôte, à nous dire un mot au sujet de l'organisation de Africa Agri Forum au Cameroun. Un petit mot de quelques secondes ou le dernier mot. Oui, bon. Merci beaucoup. Ben, en fait, je ne pourrais pas dire grand-chose pour le moment parce que, une fois de plus,
je vous ai dit que je ne parle pas au nom du ministre de l'Agriculture. Donc, peut-être que dans les échanges ultérieurs, je crois que je vous dirai exactement à quel niveau nous sommes. Mais la primeur revient au ministre de l'Agriculture. Et donc, je me réserve, n'est-ce pas, peut-être le droit de dévoiler ce qui se passe maintenant. Mais dans les échanges ultérieurs B2B, je crois que je pourrais vous en parler. Merci. Excusez-moi. OK, merci à vous tous et merci à l'ensemble des participants. Et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci au Gabon. Merci à Mme Agouti également, qui a dû partir beaucoup plus tôt. Merci à M. Ndong, secrétaire général du ministère de l'Agriculture au Gabon. Et merci au ministre Biendi Maganga Moussavou d'avoir trouvé le temps d'être des nôtres. À bientôt, Dr Kombozi. À bientôt, Dr Yorkam. Sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir.